Et on a souhaité démarrer ce cycle d'échange, d'entretien avec un acteur local, Alsace Nature. On connaît un peu à Emmaüs, avec Emmaüs Mundo. On a commencé à travailler, à réfléchir sur un certain nombre de sujets. Et surtout sur cette question du lien entre la transition écologique et la question sociale. Trop souvent, on a l'impression que l'écologie, c'est une question qui concerne, je vais le dire un peu comme ça, les bobos du centre-ville, les gens qui ont les moyens. Sauf que c'est pas du tout le cas. Enfin, en tout cas, si on le mène correctement. Et si on fait en particulier ce lien. Donc, je suis très, très heureux de t'accueillir, Maurice, en plus du coup dans les locaux d'Emmaüs Mundo que tu connais. Je te propose peut-être d'abord de nous dire un peu, c'est quoi Alsace Nature d'abord. Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait très très plaisir aussi. On s'était vu au printemps, mais on en reparlera tout à l'heure pour essayer de lancer quelque chose d'un peu consistant autour de ces thématiques. Alors Alsace Nature, c'est une association fédérative qui comprend à la fois des membres individuels et des associations qu'elle fédère, qui existe en fait depuis 1965. Donc on a 55 ans cette année et qui au départ s'est créée autour effectivement de la question de la protection des milieux naturels. Alors d'ailleurs pas seulement en Alsace, c'était déjà une couverture géographique un petit peu plus large. C'était pas le Grand Est encore. C'était pas le Grand Est, mais presque. C'était la Lorraine, une partie de la Franche-Comté au départ. Et c'est une association qui tire elle-même son origine d'une plus ancienne association qui existe toujours d'ailleurs aujourd'hui, qui s'appelle l'Association philomatique d'Alsace et de Lorraine, pour le coup, qui a été créée, elle, en 1863, donc fin du 19e siècle, qui était une société savante dont l'objet c'était de connaître la nature, d'inventorier la nature, de faire des relevés de ce qu'on trouve dans les différents milieux naturels. Et c'est au sein de cette association philomatique d'Alsace et de Lorraine qu'est né en fin des années 1958, un comité permanent de protection de la nature. Alors pourquoi à ce moment-là ? Parce que on était justement dans cette phase d'expansion économique après-guerre, avec des projets industriels extrêmement importants en Alsace, en particulier le long du Rhin, avec une modernisation de l'agriculture qui s'est transformée très rapidement et de façon très très radicale, si on veut, en passant d'une agriculture polyculture, élevage globalement de subsistance, à une agriculture très très intensive, très très productiviste, avec comme corollaire la transformation, la dégradation de milieux naturels, l'utilisation de plus en plus intensive de pesticides, etc. Et ça s'est traduit par des transformations très très rapides. Et c'est ça qui a suscité la création de ce comité de protection de la nature et qui a donné ensuite Alsace Nature en 1965. Alors, deux mots encore peut-être aujourd'hui sur nos modes d'action. Donc on est présent sur l'ensemble du territoire alsacien avec des groupes locaux qui essayent de se former à peu près à hauteur des intercommunalités, des communautés de communes, communautés d'agglomération, etc. Et puis des réseaux thématiques où on travaille sur un certain nombre de sujets. On essaye d'approfondir cette question, de développer nos points de vue, notre position par rapport à ces sujets, donc des réseaux autour de l'agriculture, autour des transports, autour de la protection de la nature, bien sûr, etc. Et les groupes locaux essayent à la fois de faire un travail d'information, de sensibilisation autour de la question de la nature, de l'état des lieux, si on veut, parce que cette nature, elle évolue, elle se dégrade, il y a certaines espèces qui réapparaissent, mais bon, il faut informer là-dessus, il faut sensibiliser. Tu parlais tout à l'heure du besoin de nature, c'est une réalité. On le voit, on en reparlera peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais c'est une vraie réalité. Et encore faut-il un peu connaître ce qui se passe autour de cette nature, parce que toute la nature ne se ressemble pas. On a des milieux qui sont plus ou moins fonctionnels, qui sont plus ou moins préservés, il y en a d'autres qui sont fortement dégradés, donc on a besoin de faire un travail d'information, de sensibilisation autour de ça, mais aussi de reconnecter ce lien émotionnel qu'on a avec la nature, parce que nous sommes des humains, on n'est pas des robots, on n'a pas besoin seulement de connaître la nature scientifiquement, il faut aussi développer cette émotion vis-à-vis de la nature, ce ressenti qu'on peut avoir, parce que c'est aussi ça notre humanité. Et notre humanité, elle n'est complète que dans la mesure aussi où on est capable de reconnaître ce qui est beau en dehors de nous, en dehors de nos propres productions humaines. Et ça, on essaie de le faire au niveau d'Alsace Nature le plus possible. Un autre type d'action, c'est toute une série de propositions que nous essayons de faire vis-à-vis des collectivités publiques. Nos interlocuteurs principaux, ce sont les collectivités publiques à différentes échelles, locales jusqu'au niveau régional, national pour notre fédération nationale. Et on essaye de proposer des alternatives par rapport à un certain nombre de choses. Et puis, et on est sans doute plus connus pour ça, il nous arrive aussi de nous battre contre des projets qui ne nous semblent pas cohérents par rapport aux enjeux qu'on essaie de défendre. Un des gros derniers en date, c'est le GCE autour de Strasbourg. Malheureusement, on n'a pas réussi à empêcher ce projet. Mais voilà, on est aussi là pour
pour donner un point de vue un peu radical au sens premier du terme, c'est-à-dire d'essayer de montrer un petit peu les causes de la crise écologique dans laquelle nous sommes et de proposer des pistes pour essayer de résoudre ces problèmes-là à la racine et pas seulement superficiellement. Très bien. Et puisqu'on parlait de reconnexion de la nature, vous proposez des sorties nature, des visites, enfin des moments de découverte de la nature. Ouais. Je pense que peut-être, y compris sur l'Eurométropole, il me semble. Oui, alors, surtout les territoires où on peut. Et alors ça, c'est une autre idée qu'on essaie de développer, c'est que, et ça renvoie aussi à ce que tu disais tout à l'heure, c'est la nature de proximité dont on a besoin. Aller voir la nature, c'est pas prendre l'avion, aller aux Seychelles, je sais pas où, c'est profiter aussi et apprendre à être émerveillé de la nature ordinaire qu'on a à nos portes, pour autant qu'elle existe encore et qu'elle puisse se développer un petit peu. Donc le corollaire de ça, c'est aussi pour essayer de redévelopper la possibilité d'avoir des milieux naturels intéressants, mais partout, sur l'ensemble du territoire, et pas juste quelques hotspots où tout le monde va courir pour voir telle ou telle espèce. On a besoin de ça un peu partout, et on essaie de travailler dans ce sens-là. C'est ça. Okay. Alors tu parlais des combats d'Alsace Nature, des propositions, en fait, et puis il y a les combats, tu as cité le GCO, il y en a plein d'autres, et puis tu as rappelé, historiquement, depuis le début, il y a un certain nombre de combats contre des grands projets soutenus par les citoyens, parce que ça a été aussi, le GCO typiquement, c'était une grosse mobilisation des citoyens autour de contre ce projet, et pour des alternatives à ce projet. Et tu as publié une tribune dimanche dernier. J'avais envie, vraiment, quand j'ai lu mon journal dimanche dernier, je dis bah oui, ça, il faut qu'on en parle. Tu dénonces l'imposture de la transition écologique. On parle de transition écologique en ce moment, un modèle prédateur d'écosystèmes. Et tu interroges, ça mériterait un débat à part entière, tu interroges le modèle de croissance et de productivisme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors... C'est costaud, quand même. Oui, ça nous va bien, mais c'est aussi 55 ans maintenant de réflexion autour de ces questions-là, où on voit passer aussi l'avantage, quand tu commences à prendre un peu de l'âge, alors aussi physiquement soi-même, mais aussi en tant que structure, c'est qu'on voit aussi les modes passer. On voit aussi les mots dont tout le monde s'empare et qui finalement ne changent pas grand-chose sur le fond. Ça, on le voit bien. Alors, juste qu'on soit au clair, quand je parle d'imposture de la transition écologique, il ne s'agit pas de remettre en question l'idée de transition écologique, bien entendu. On a vraiment besoin de ça. On a besoin d'une transition qui soit un peu rapide, parce que vu la vitesse à laquelle tout se dégrade, il est grand temps de changer de modèle. Et donc, on est évidemment en faveur d'une transition écologique, mais qui soit une vraie rupture par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et ce qu'on dénonce, c'est que on se paye de mots, finalement. On a eu le développement durable, on a eu la croissance verte, on a la transition écologique, l'économie circulaire, etc. Tout ça, bien entendu, c'est intéressant au fond, sauf que les pratiques qu'on observe, on voit bien que ça change pas grand-chose, et que derrière ça, il y a un modèle qui, pour nous, est le problème. C'est un modèle productiviste, fondamentalement productiviste, qui repose sur l'idée d'une croissance infinie, matérielle, une croissance matérielle infinie, et ça ne peut pas se traduire par autre chose que par une ponction sur les ressources de plus en plus importantes, quoi qu'on fasse. Même le recyclage aujourd'hui, les études qui sont faites montrent qu'on recycle peut-être à peu près 10% de tout ce qui circule dans le système, et donc on est très loin de pouvoir se dire on peut continuer à consommer plus, mais ça n'aura pas d'incidence sur les ressources naturelles. Non, c'est pas vrai. Plus on consomme, mathématiquement, plus on va avoir des incidences sur les ressources naturelles et sur la dégradation des écosystèmes à la sortie. Et donc ça, c'est un vrai enjeu. Le problème, c'est que c'est un enjeu qui est aujourd'hui pratiquement pas discutable sur la place publique. Dès qu'on met en question ce modèle de croissance, on se fait tout de suite mettre de côté, délégitimer, etc. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème de fond, un problème politique. On devrait pouvoir discuter de ça avec les interlocuteurs qui sont concernés, parce que pour nous, c'est le problème de fond. Alors, on peut peut-être se tromper, on n'a peut-être pas raison, mais sur ce qu'on observe maintenant depuis des décennies, on voit bien, et d'ailleurs, on l'a encore vu, crise financière 2008, récession un petit peu de l'activité économique, les indicateurs environnementaux sont meilleurs. Covid, confinement, les indicateurs environnementaux s'améliorent. Donc ça montre bien d'une certaine façon que notre système tel qu'il est conçu aujourd'hui, il est fondamentalement problématique par rapport à ces enjeux environnementaux. Et
Alors évidemment, on peut croire qu'avec la technique, on va résoudre tous les problèmes. C'était déjà le cas au XIXe siècle. Le scientisme, c'était ça. On s'imaginait qu'avec le développement de la technique, la science, on allait résoudre tous les problèmes de la société. On en est où aujourd'hui? On n'a rien résolu du tout. On est dans la même situation. Et donc, c'est des questions qu'il faut se poser à un moment donné et essayer de prendre en compte ces aspects-là. Parce que on a besoin d'écosystèmes fonctionnels. On ne peut pas les remplacer par la technique. Et nous sommes, même si on n'a pas l'impression, alors notamment dans des mondes urbains, on a l'impression qu'on peut vivre dans un monde très très artificialisé et qu'on a tout à nos dispositions. Sauf que ces ressources, elles viennent bien de quelque part. La plupart du temps, elles viennent d'autres endroits de la planète où on maltraite des écosystèmes pour fournir les ressources dont nous avons besoin ici. Donc nous avons besoin de la nature. Même si on a l'illusion qu'on vit dans un monde extrêmement technique, nous avons besoin de cette nature. Et plus nous la dégradons, plus nous aurons des difficultés à vivre de cette nature et à tirer les ressources dont nous avons besoin. Donc c'est un vrai problème de fond. On est bien d'accord sur la nécessité aussi de consommer, mais je pense qu'on y reviendra, de consommer autrement, de consommer moins. Oui. Parce que là, on a connu des temps de récession forcée. Voilà, avec la crise sanitaire, tu as cité 2008, le tout c'est de l'organiser et de l'organiser avec un souci de justice sociale, justement sur cette question-là. Ça fait des décennies qu'on nous bassine quand même avec le fait que vous en faites pas. Alors là, pour le coup, pour les associations de solidarité et puis pour les personnes les plus exclues, ça fait des années qu'on dit ne vous inquiétez pas, avec la croissance économique, on aura plus de moyens de partage, on pourra résoudre les questions des inégalités. Limite la nature, il y a 70 ans, on s'en fichait complètement parce qu'on pensait qu'effectivement c'était infini, que les ressources étaient infinies, ou du moins on faisait semblant de le croire, parce que quand même il y a des gens qui ont, comme vous, Alsace Nature, mais aussi au niveau international, il y a des gens qui ont alerté sur cette question-là, dès les années 60 et dès les années 70. Et on a essayé de nous faire croire que, oui, par la croissance, pour pouvoir faire de la solidarité, il faut de la richesse économique. Sinon, on peut pas faire de solidarité. Ça, c'est le l'effet de ruissellement. Voilà, c'est un peu le dogme qu'on nous. Sauf que on a juste vu l'inverse. La richesse économique a quand même doublé en 40 ans. Et la suite, enfin voilà, la croissance cumulée depuis 40 ans. Sauf que les inégalités se sont creusées et aujourd'hui, on voit bien que les personnes qui se retrouvent sans rien, sans travail, ça va pas s'améliorer avec les mois, avec la crise sanitaire et dans les mois qui viennent. Donc la croissance, d'une certaine manière, ne résout pas la question des inégalités. Au contraire, elle crée des inégalités supplémentaires. Tu l'as dit effectivement dans ta tribune et tu viens de le redire. Pour les décideurs, c'est des mots, la croissance verte, effectivement, le développement durable, l'économie circulaire. On y reviendra, je pense aussi la semaine prochaine. La question de la transition écologique. Je lui dis, on n'ont été majoritairement qu'un moyen de faire perdurer un système foncièrement destructeur et inégalitaire. On est effectivement là-dedans. Donc il va bien falloir trouver un autre système et une autre manière de produire et de consommer. Sur ces grands projets, j'aimerais qu'on revienne sur ces grands projets en Alsace, mais ailleurs aussi. On a vu Notre-Dame-des-Landes, effectivement, on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, le GCO, et puis quelques gros projets que tu cites dans ta tribune. L'argument de choc, c'est toujours le même. Ça va créer des emplois. Ouais. Et du coup, il y a une espèce de chantage, on va le dire comme ça. Si vous opposez à ces projets-là, vous détruisez des emplois. Sauf qu'on le sait aussi, sur un certain nombre de projets, on détruit plus d'emplois qu'on en crée. Est-ce que tu peux un peu nous en dire un peu plus là-dessus, sur cette question Oui. Alors, je vais peut-être, si tu permets, juste revenir un petit peu en arrière sur cette question de croissance et d'inégalité. Il y a deux choses qui me semblent intéressantes d'avoir en tête. C'est ça a été montré par des économistes, alors pas des économistes orthodoxes de la croissance à tout prix, mais par d'autres économistes, Jean Gadret par exemple, ou d'autres, qui montrent que quand tu fais des courbes entre l'évolution du PIB, c'est-à-dire cette fameuse croissance, et ce que déclarent les gens en termes de sentiments de bien-être, de sentiments de bonheur, il y a un lien au début, quand on part de vraiment très bas et que l'augmentation du PIB se traduit par des améliorations et qui sont ressenties comme telles, mais au-delà d'un certain seuil, il n'y a plus de corrélation entre l'augmentation du PIB et le sentiment de bien-être des personnes. Donc ça, c'est quand on achète l'iPhone 10, on n'a pas plus de bien-être que quand on avait l'iPhone 9. C'est ça, voilà. Un peu ça. Et moi, j'en ai pas et je me sens très bien, tu vois. Du tout, l'iPhone. Bon. Donc, il faut avoir ça en tête. Et c'est ce que tu dis, c'est la croissance infinie
l'infini, ça n'apporte pas. Parce que le but, c'est quoi? C'est de vivre de façon la plus saine et la mieux possible sur cette terre. C'est pas d'accumuler des richesses en permanence ou d'accumuler des biens matériels, notamment pour les personnes qui en ont déjà trop. Hein. Donc il faut encore différencier entre ceux qui n'ont rien du tout et ceux qui en ont tellement qu'ils ne savent pas plus quoi en faire. Et la deuxième chose, effectivement, on est aujourd'hui dans un système qui ne redistribue pas. C'est-à-dire où la pompe, elle va d'ailleurs pas du tout du haut vers le bas dans la hiérarchie sociale, mais du bas vers le haut. C'est-à-dire c'est les gens qui travaillent beaucoup et qui ont peu de moyens qui enrichissent ceux qui sont au sommet de la pyramide. C'est ça qui est en train de se passer dans un système qui est dérégulé de plus en plus et dans lequel l'État ne joue plus son rôle de redistribution de façon satisfaisante. Donc c'est comme ça le problème de fond. Et par rapport à ça, la croissance, elle résout absolument rien. Et en plus, elle va générer des problèmes écologiques de plus en plus importants. C'est comme ça le problème. Donc on est en droit de s'interroger sur cette question-là. Après, sur les grands projets sur l'emploi, c'est vrai, on nous promet toujours, c'était déjà le cas dans les années 60, quand on détruisait les forêts du Rhin, c'était au nom de l'emploi. Bon, et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Et donc la question de l'emploi, alors c'est très complexe, hein, moi j'ai pas non plus toutes les réponses par rapport à ça. Je pense qu'il faut que, évidemment, toutes les personnes aient accès à une... Alors, on avait mené un moment une petite réflexion là-dessus, on n'a pas beaucoup avancé, mais sur la différence entre le travail et l'activité sociale. Ça, je pense que vous êtes plus au fait de ces choses-là que nous du côté d'Alsace Nature, mais quand même. L'activité sociale en tant que telle, c'est quelque chose d'important pour les personnes, pour se sentir bien inséré dans un système social où on a l'impression d'être utile à quelque chose, à la collectivité. Mais cette activité sociale, elle peut prendre différentes formes. C'est pas forcément que toujours du travail aliénant tel qu'on le trouve dans certains endroits. Parce que avoir du travail, oui, mais dans quelles conditions aussi, hein. Donc c'est aussi une question qu'on peut se poser. Et puis l'autre, c'est avoir des revenus, avoir un niveau de vie décent. Et ça aussi, on peut peut-être imaginer d'autres formes de choses pour permettre à des gens de vivre correctement. Par exemple, il y a un certain nombre de ressources de base, comme l'alimentation, comme la ressource eau. Ça n'a pas besoin d'être absolument intégré dans un système marchand capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui. On peut imaginer d'autres formes de distribution, notamment de biens qui sont des biens communs, collectifs, qui potentiellement appartiennent à tout le monde. Donc à partir de ça, ça permettrait de relativiser un petit peu cette question de l'emploi qui aujourd'hui est effectivement permet un chantage vis-à-vis des gens parce que c'est leur seul moyen d'accéder à une vie sociale à peu près décente. Mais on a le droit de réfléchir à d'autres formes d'intégration des personnes dans un système social sans passer par cette épée de Damoclès de l'emploi. Complètement. Il y a une question de... Oui, je me permets d'intervenir parce qu'on parle d'injustice et de pauvreté. Et je me dis quand même qu'il faut que je pose cette question. Se préoccuper de la nature quand on est davantage concerné par la façon dont on va finir le mois. Je vois bien les leviers, d'ailleurs vous venez de les citer sur l'emploi notamment. Ça peut paraître parfois éloigné de ces questions qu'on aborde aujourd'hui. Et contradictoire aussi pour certaines personnes. Alors oui, on a des discours qui sont liés évidemment aux catégories sociales auxquelles on appartient. Je suis bien d'accord avec ça. Ce qu'on observe quand même, c'est que le besoin de nature, il est présent chez tout le monde, quelles que soient les catégories sociales. Et c'est pas parce que des personnes vivent dans des conditions tellement déplorables qu'ils n'ont pas accès à de la nature dans de bonnes conditions qu'elles n'en ont pas besoin. Et donc, bien sûr, il faut travailler sur les deux. Hein. Il faut travailler sur cette possibilité à tout le monde d'avoir une vie décente, mais la nature fait partie de cette vie décente. Et ça, c'est un enjeu, je pense, que du côté des associations de protection nature qui commencent à être intégrées depuis quelques années. C'était pas forcément très présent au début. Hein. Et je pense que si aujourd'hui on est en train de discuter avec Thierry, c'est que ce cheminement s'est fait des deux côtés probablement, aussi bien du côté des engagements citoyens qui sont plutôt dans le domaine du social et du côté de ceux qui sont plutôt dans le domaine de la nature. Nous sommes des humains, tous les deux, tous les trois, tout le monde, et nous vivons tous de la nature et nous vivons tous en société. Et donc on a besoin de marcher sur ces deux pieds-là, ensemble. Hein, une dignité humaine, mais aussi un respect de la nature dans nos activités, dans nos réflexions. Moi, je citerai un exemple, j'en parlais tout à l'heure, notre projet, enfin c'est presque plus un projet puisque ça a démarré depuis le mois de mars, de ferme solidaire dans la vallée de la Bruche, dans lequel on a développé des emplois pour des personnes de la vallée qui sont éloignées de l'emploi, qui sont en situation de chômage longue durée. Aujourd'hui, on a créé déjà 10 emplois et puis on va continuer à développer dans cette belle vallée
faut le dire, où la nature est encore très, très présente. Alors, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, mais voilà, elle est très présente. On a emmené des salariés d'ici, de Strasbourg, pour le coup, qui, pour certains, n'ont jamais eu l'occasion de sortir dans la nature, et on ne le fait pas suffisamment, d'ailleurs, mais ça a été un moment extraordinaire. Enfin, on sentait que... aujourd'hui, il n'y a qu'une seule envie, c'est quand est-ce qu'on y retourne. Et c'est vrai que c'est des choses qui se palpent pas, enfin, qui s'expliquent pas. C'est juste ce sentiment, et tu l'as très bien dit, hein, ce sentiment de bien-être qu'on peut avoir au contact de la nature, dont on a tous tellement besoin pour être pleinement humain, simplement, pour ressentir pleinement son humanité. Et ça concerne effectivement tout le monde, et encore plus ceux qui vivent, quand même le dire, dans des conditions quand même pas simples, dans les quartiers, dans des immeubles qui sont quand même souvent insalubres, avec problèmes thermiques, etc. Cette question de l'emploi, c'est quelque chose sur lequel il va falloir encore qu'on travaille ensemble. À Emmaüs, alors Emmaüs Mundo, c'est une structure d'insertion par l'activité économique. Notre objectif, c'est créer de l'emploi justement pour des personnes qui sont en situation de chômage longue durée, autour d'activités qui ont une utilité sociale, solidaire, écologique. Typiquement, effectivement, depuis 70 ans, la collecte, la revalorisation, le réemploi, on parle de réemploi, pas de recyclage, d'un certain nombre d'objets qui partent en recyclage, mais nous, notre cœur de métier, c'est ça qui crée de l'emploi, en particulier pour des personnes qui ont peu de qualifications. C'est ça qui nous permet d'accueillir ici, en particulier, plus de 50 personnes qui sont salariées pour le coup. Alors Emmaüs a développé des modèles très différents. Les communautés, vous connaissez forcément les communautés Emmaüs, il n'y a pas de notion de salariat pour le coup. C'est effectivement une activité solidaire. D'ailleurs, les communautés, depuis quelques années, ont maintenant un statut, c'est le statut OACAS, des organismes d'accueil communautaire et d'activité solidaire. L'idée, c'est que c'est cette vie en communauté qui est financée, pour le coup, il n'y a pas de salaire, on est financé par cette activité, donc c'est notre travail, c'est le travail des compagnons Emmaüs dans les communautés qui génèrent la vie en communauté, qui permettent de faire vivre la communauté, et puis de développer des activités de solidarité vers d'autres. Donc double utilité écologique et sociale et communautaire, qui permet de recréer ce lien social. Et je disais, d'autres activités qui se développent. On peut aussi ajouter la question du bénévolat. Enfin, voilà, dans toutes nos associations, il y a le bénévolat qui, aujourd'hui, n'est pas reconnu. Enfin, c'est aussi une forme d'activité qui est tellement nécessaire. Enfin, nos associations, même si... Alors, nous, ici, on est beaucoup basé sur le salariat, mais sans les bénévoles, on ne pourrait pas fonctionner. Sans l'apport des bénévoles, l'expertise des bénévoles, la bonne volonté, l'étymologie de bénévolat, sans la bonne volonté des bénévoles, on ne pourrait pas fonctionner. Et pourtant, in fine, on crée de la richesse. Parce que c'est aussi de la richesse économique, mais une richesse économique qu'on veut vertueuse à tous ces niveaux. Donc la question de l'emploi et de la richesse, ou des revenus, pour le coup, comment on les connecte ou qu'on ne les connecte pas forcément, il y a une vraie question effectivement là-dessus. Mais je voudrais qu'on se parle aussi de... aujourd'hui, on sait dans quelle crise environnementale on est, avec cette croissance, effectivement, qu'on croyait infinie et qu'on sait maintenant qu'elle ne peut pas être infinie. Qui pollue, finalement? Qui nous amène à cette situation-là? J'ai vu le rapport d'Oxfam, il y a quelques années, il disait que 1% des plus riches, les 1% les plus riches de la planète, sont responsables de 2 fois plus de dioxyde de carbone que la moitié des plus pauvres. 1% produisent plus de dioxyde de carbone, que le double de la moitié des plus pauvres. C'est quand même extraordinaire, ça. Et après, qui va payer la facture? Qui paye la facture des dérèglements climatiques, du réchauffement climatique? C'est au niveau planétaire, c'est les pays les plus pauvres. Et ça va générer de plus en plus, on le voit déjà, on le sait déjà, ça va générer de plus en plus de conflits au niveau international, parce que les ressources vont être de plus en plus rares. Donc, on le voit déjà, les inondations, les sécheresses, les questions sanitaires, les questions de santé. Alors ça, pour le coup, en 2020, on est en plein dedans. On prévoit que le dérèglement climatique va générer une augmentation de 120 millions de pauvres dans le monde. Et pour le coup, ça veut aussi dire des déplacements de population. Et ça a toujours été le cas.
quand il y a des situations, des catastrophes, les populations se déplacent. Donc les migrations dues au dérèglement climatique, les migrants climatiques. Et dans les pays les plus riches, c'est aussi les plus pauvres qui payeront et qui payent déjà la facture, parce que c'est eux qui vivent dans les passoires thermiques, c'est eux qui sont les premières victimes et qui ont le moins accès au système de santé. C'est eux qui ont le moins accès à une alimentation saine également. Le bio, pour l'instant, parce que tant qu'on ne sera pas en capacité de soutenir l'agriculture saine, bio, etc., les plus pauvres vont avoir du mal à y accéder, même s'il y a des possibilités, voilà, je pense par exemple dans l'économie sociale et solidaire, il faut qu'on les cite, les jardins de la montagne verte par exemple, qui donnent accès aussi à des personnes qui ont peu de revenus. Donc au final, c'est effectivement à la fois les pays les plus riches, et dans les pays les plus riches des citoyens qui polluent le plus, et c'est les plus pauvres qui payent la facture, pour le coup. Est-ce que, voilà, comment, je veux bien que tu réagisses un peu. Oui, je suis absolument d'accord avec ça, parce que, bon, on a un différentiel effectivement extrêmement important alors, entre pays, en gros, industrialisés occidentaux et les pays dits en voie de développement, et ce différentiel est énorme, c'est clair, et ce différentiel a des incidences sur l'environnement de ces personnes, parce qu'il faut quand même se dire que nos pays dits développés vivent en bonne partie sur le dos des ressources des pays qui sont en voie de développement. Et évidemment... Et depuis longtemps. Et depuis très longtemps. La colonisation, etc., ça a déjà commencé comme ça. Bon. Et bien sûr, et ça, c'est pas tenable à terme, parce qu'on voit bien, on a cette tendance, cette espèce de tentative de se dire on va se créer notre forteresse dans les pays occidentaux et on va surtout pas que les autres viennent, mais c'est pas tenable, parce que le différentiel est tellement important que ça n'a pas que générer des tensions de plus en plus importantes. C'est évident, ça peut pas tenir. Et ce différentiel, on le retrouve effectivement aussi, tu l'as dit, à l'intérieur de nos propres pays, où entre les catégories les plus aisées et les catégories les moins aisées, il y a des différentiels de plus en plus énormes aujourd'hui. C'est cette fameuse fourchette là, ou ciseau qui s'ouvre de plus en plus. L'effet ruissellement que nous a promis avec la croissance, il n'a pas lieu, parce qu'on redistribue plus, parce qu'on concentre là où c'est déjà concentré, et puis le reste, ils se débrouillent comme ils peuvent, quoi. Et ça, c'est un problème de fond, d'organisation de notre modèle social, sur lequel il faut absolument revenir. On peut pas continuer comme ça. On a un autre élément, et c'est un peu plus... Enfin, c'est peut-être moins visible aujourd'hui, mais il faut qu'on fasse attention à ça. On a un discours aujourd'hui autour de l'environnement, des bons gestes, de sauver la planète, etc. Et c'est un discours qui vient, en fait, alors globalement des couches moyennes, pour faire vite, et qui est tenu, sans doute la plupart du temps de bonne foi, par des personnes qui ont finalement des modes de vie globalement qui sont très impactants sur l'environnement. Et ce discours se propage de façon unilatérale, en venant d'en haut en général, à toutes les catégories de la population, avec des injonctions où on va demander à des gens qui n'ont pratiquement déjà rien et qui ont une empreinte écologique très très faible, on va les stigmatiser parce qu'ils bouffent mal, parce qu'ils ont des vieux diesels qui sont polluants, etc. Sauf qu'ils font la plupart du temps beaucoup moins de kilomètres que ceux qui ont qui ont peut-être pas de voiture en ville, mais qui vont utiliser beaucoup de transport soit pour le déplacement professionnel, soit de loisirs, en partant en vacances à l'autre bout du monde, etc. Et donc, objectivement, et ça c'est montré maintenant, il y a des études qui le montrent, ces catégories moyennes, elles ont objectivement une empreinte écologique beaucoup plus forte que les personnes qui sont moins aisées, quoi. Mais ce sont aussi celles qui ont un discours relativement stigmatisant par rapport aux autres. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Bien entendu, il faut prendre en compte cette volonté ou cette prise de conscience, mais il faut la replacer dans un cadre plus général. C'est pas juste parce que je mange bio, parce que j'ai pas de 4x4 que je suis un citoyen exemplaire, parce que nos modes de vie, globalement, compte tenu des besoins matériels que nous avons, il y a une étude qui a été faite ça remonte à quelques années. Je crois que chaque Alsacien, en moyenne, mobilise 30 tonnes de matière chaque année, par personne.
C'est énorme. Ça, c'est pas récupéré, mais que fait Emmaüs? Mais oui, c'est ça. Alors, c'est du béton, hein, c'est du béton pour les autoroutes, c'est pour les maisons, pour toute une série de choses, mais tout compris. Mais c'est énorme. On pèse, quoi, en moyenne 70 kilos, mais aucune société humaine n'a vécu comme ça. C'est impossible, c'est pas tenable. T'imagines les sociétés traditionnelles qui vivent très proches de milieu naturel, elles peuvent pas utiliser 30 tonnes par an, c'est impossible. Donc, il y a un vrai problème de fond là-dessus sur la manière dont nous vivons et dont nous mobilisons les matières, les ressources issues de la nature pour notre mode de vie. Et ça, c'est un problème de fond qui est global au niveau de notre société de croissance et qui doit aussi être pensé dans la hiérarchie sociale. C'est-à-dire, s'il faut commencer à rabioter quelque part, c'est pas en bas, c'est évidemment en haut que ça commence. Et en plus, le caractère exemplaire que pourraient avoir ces comportements serait très intéressant pour les catégories moyennes. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, on est plutôt à l'inverse. On a pas mal parlé des questions de transition écologique et puis des limites aussi actuelles de la transition écologique. On a parlé du modèle productiviste qui nous amène aussi à cette situation. Et on a fait le lien avec la question sociale, qui est un enjeu essentiel, et comment les deux aussi parfois, alors pour nous, puis pour chacun d'entre nous, sont essentiels de mener les deux de front et de manière cohérente, et combien les inégalités se retrouvent aussi dans ce qu'on appelle la justice climatique ou l'injustice climatique pour le coup. C'est pas forcément ceux qui en payent la facture qui polluent le plus. Maintenant, il y a urgence sociale, il y a urgence solidaire, il y a urgence climatique. Il y a urgence certainement aussi, on a parlé tout à l'heure un peu de notre humanité aussi. Enfin, on a besoin aussi de sens, quoi. Et je pense que la première des crises, c'est peut-être aussi celle-ci, la crise de sens, quoi. On n'a pas de visibilité, en particulier en ce moment, mais on n'a pas de visibilité. Il y a peu de projets politiques, des projets de société qui peuvent nous donner un peu une piste d'avenir. Pour le coup, c'est à nous, citoyens, de le faire. Et puis les associations que nous sommes, Alsace Nature, Emmaüs, et puis toutes les autres, finalement, on n'est rien que d'autres que des citoyens qui, à un moment donné, on se regroupe entre associations et puis dans une association pour essayer de trouver des solutions et pour apporter des réponses, à la fois sur les enjeux climatiques, les enjeux de sauvegarde de la nature, sur les questions de solidarité, et puis la question sociale. Et j'ai envie de dire, alors si tu es d'accord avec moi, les citoyens, ils portent déjà les solutions. Enfin, on le voit en Alsace, on le voit autour de nous. L'économie sociale et solidaire, c'est une réponse crédible aussi à ces enjeux-là. Entre parenthèses, l'économie sociale et solidaire a souvent été, parmi les activités, on se l'est dit hier, l'économie sociale et solidaire, ça regroupe tous les secteurs d'activité, mais a été en particulier en pointe et en avant sur les questions environnementales, autour les jardins de cocagne, par exemple, et puis beaucoup d'autres choses dans ce lien entre l'enjeu social et l'enjeu environnemental. Oui, en Alsace en particulier, peut-être beaucoup d'initiatives. On a une richesse et une tradition aussi de coopération, d'économie sociale et solidaire depuis le 19e siècle. Maintenant, comment on va plus loin et comment on en fait aussi un levier de transformation, allez, peut-être plus que de transition, de transformation sociale et écologique. On y travaille les uns et les autres. Comment on peut changer d'échelle aussi, et à un moment donné renverser les choses pour que ce modèle qui est à la fois destructeur de la nature et qui crée des inégalités soit remis réellement en cause et rapidement en cause pour à la fois la sauvegarde de la planète et puis retrouver ce sens aussi pour l'avenir. Alors on se l'est dit, réduire notre consommation, et en particulier notre consommation. Alors les 30 tonnes, je les avais pas en tête, mais c'est impressionnant. Comment on fait pour mieux répartir les richesses, comment on fait du défi environnemental et de la question environnementale un levier de développement de l'emploi, de la cohésion sociale, de l'activité. On peut parler plus d'activité. Ça fait quelque temps qu'on réfléchit aussi ensemble à ces questions. On verra tout à l'heure avec Stéphane Giraud sur le mouvement ACT qu'on a créé ensemble aussi avec d'autres. Je veux bien avoir un peu ton avis là-dessus. Comment toi tu vois
Puis on voit aussi beaucoup des initiatives citoyennes qui apportent des réponses en Alsace et ailleurs, et qui peuvent nous donner aussi un peu d'espoir pour l'avenir. Alors, peut-être par rapport à ça, une première réflexion qui est liée au fait que nous sommes dans un système globalisé. Alors, je vais revenir aux citoyens juste après, mais d'abord un peu le contexte dans lequel on est. On est dans un système globalisé où personne n'est vraiment complètement responsable de ce qui se passe, parce que c'est un système très complexe à l'échelle mondiale, qui est parti dans une certaine direction, qui est certainement pas la bonne, parce que ça, on le voit tous les jours, mais qui est très difficile à faire changer au niveau des institutions, je veux dire, parce que justement c'est très complexe. On voit bien que les États sont pris dans des logiques sous pression avec des multinationales qui, elles, sont présentes quasiment partout. Et donc il n'y a pas un responsable sur lequel on pourrait taper en disant voilà, il va tout changer. C'est beaucoup plus complexe. Hein. C'est un système extrêmement complexe, tentaculaire à l'échelle de la planète. Et donc le faire changer, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et puis on n'a plus de modèle à grande échelle alternatif par rapport au capitalisme libéral qu'on connaît à peu près partout aujourd'hui. Et c'est ça la difficulté aussi. C'est-à-dire si on avait un modèle qui fonctionne à l'échelle d'un pays ou d'un ensemble de pays et qui soit un modèle en rupture avec celui-là, ça serait peut-être plus facile. Donc on n'a pas tout ça. Mais comme tu l'as dit, on a des initiatives citoyennes qui sont présentes partout, dans tous les pays et qui sont d'ailleurs connectées à l'échelle internationale pour une bonne partie d'entre elles. Et ça, c'est extrêmement important et dans des domaines très variés. Il me semble que ce qui manque un peu, et je trouve que si on a fait acte, c'était aussi un peu par rapport à ça, c'est la prise de conscience de la force sociale que représentent toutes ces initiatives citoyennes qui existent partout, mais qui sont globalement peu reliés. Si on prend tous les acteurs qui constituent une alternative à ce modèle extrêmement déprédateur qu'on connaît, eh bien, je pense qu'on serait très nombreux et on serait une vraie force sociale, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Mais on n'en est pas là et il faut travailler à ça. C'est-à-dire que, bien sûr, on expérimente des tas de choses qui sont des alternatives crédibles aujourd'hui par rapport au modèle dominant. Elles existent. Mais elles ne sont pas encore une vraie force politique qui est consciente d'elle-même. À la différence des catégories sociales qui sont au sommet de la pyramide, si on veut dire ça comme ça, et qui, elles, sont conscientes de ce qu'elles représentent et qui sont solidaires globalement entre elles. Nous, en tant qu'initiative citoyenne, on a encore ce travail à faire. Et je pense que le jour où on arrivera à nous rassembler davantage encore et à être conscients de la force que nous représentons, nous arriverons à faire bouger les choses. Parce que les alternatives, elles sont là en germe dans toutes ces initiatives-là. Il n'y a pas à dire qu'il faut, c'est facile de dire il faut, mais on essaie de travailler à ça, c'est-à-dire à cette prise de conscience de l'existence de toutes ces alternatives, de ce que ça peut représenter pour la société comme futur modèle, et de faire en sorte que ça fasse masse suffisamment pour enclencher une transformation. Parce que on a connu des révolutions dans l'histoire de l'humanité. Ça n'a jamais été le fait d'un type ou d'une nana qui a dit allez hop, on va faire ça. Ça s'est fait parce qu'il y a des tas de choses qui se sont passées à peu près au même moment, dans le même sens, et qui ont poussé vers ça. Eh bien, je pense que nous sommes dans cette situation. Nous avons des tas d'initiatives super intéressantes qui vont à peu près dans le même sens. Maintenant, il faut que ça décolle vraiment. Et pour ça, il y a un travail à faire de solidarité entre nous, se reconnaître les uns les autres, arriver à gommer peut-être quelques petites différences de point de vue ou s'enrichir de ces différences de point de vue et enclencher une dynamique large, très large et consciente d'elle-même. Je pense que c'est une des pistes sur lesquelles il faut qu'on travaille vraiment. Prendre conscience de la nécessité de nous unir et puis de travailler ensemble effectivement sur ces alternatives qu'on construit. Et puis on parle trop souvent d'expérimentation et d'initiative, mais sauf que encore une fois, je reprends ce que je connais le mieux, Emmaüs. Ça fait juste 70 ans qu'on expérimente une alternative. Je pense qu'au bout de 70 ans, on peut se dire que c'est quand même crédible. Et puis voilà, il y en a plein d'autres dans l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire n'a pas non plus 10 ans. Voilà, il y a des choses qui existent depuis longtemps et qui sont expérimentées et puis qui sont confirmées depuis longtemps. Et je dirais aussi que les citoyens qui se sentent parfois un peu loin de tout ça, c'est-à-dire qu'ils nous prennent, on est des personnes engagées, etc., les bénévoles qui font du bénévolat, etc. Et puis des citoyens qui se sentent un peu, même parfois un peu pas légitimes pour le coup. Sauf qu'on a aussi vu pendant la crise sanitaire et on l'a vu pendant le confinement, il y a plein de citoyens qui ont fait des choses et qui ont fait des choses extraordinaires
qui ont fabriqué des masques, qui se sont organisés entre eux dans le voisinage pour faire les courses, et puis en plus faire les courses auprès des producteurs locaux. Enfin, voilà, il s'est passé plein de choses. Il ne faudrait pas que ça retombe. Et au contraire, c'est aussi, je pense, que notre rôle, les associations et puis les associations engagées sur ces questions-là, d'emmener avec nous les citoyens pour leur faire prendre conscience que est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait pendant ces confinements? C'est génial ce que vous avez fait. Et là aussi, il y a des germes de changement, de transformation sociale solidaire. J'interviens juste un instant parce qu'on a une question d'une auditrice, Claire, qui nous demande où en sommes-nous avec ACT. Alors vous le disiez, on abordera ça avec Stéphane Giraud, mais peut-être qu'on peut juste un petit peu en dire 3 mots pour que Claire soit satisfaite jusqu'à la prochaine intervention. Peut-être, oui, 2 mots. Alors, je suppose qu'elle connaît ACT, la personne, puisqu'elle pose la question de savoir où on en est, mais peut-être que les auditeurs, tous les auditeurs, non. Donc, c'est un regroupement, un collectif d'associations qui viennent d'horizons divers. Il y a les MJC, il y a Emmaüs, il y a Alsace Nature, il y a l'OPABAC, donc qui représente l'agriculture bio. Il y en a encore d'autres, qui se sont regroupés ce printemps à l'issue du premier confinement pour se dire, ben voilà, on a des points communs, on vise un monde plus solidaire, plus responsable écologiquement, etc. Donc mettons-nous ensemble, travaillons ensemble. Et on a eu une réunion fondatrice à Muttersolz avant l'été. Début juillet, voilà, et où on était assez nombreux finalement, ça a bien fonctionné, une cinquantaine de personnes, et qui ont travaillé en atelier pour essayer de poser un petit peu les bases de ce que pourrait être ce mouvement, à la fois du point de vue thématique, mais aussi un peu du point de vue organisationnel. Et on avait convenu de se revoir avant la fin de l'année, donc en septembre. Alors c'est vrai qu'on s'est fait un peu happer par la reprise et par le fait d'assurer aussi la continuité de nos propres associations dans un premier temps, parce que c'est malheureusement comme ça que ça s'est passé. Mais Thierry me l'a dit tout à l'heure, tous les 2-3 jours, il pense il faut qu'on relance ACT. Moi aussi, j'y pense, il faut qu'on relance ACT. Vous n'êtes pas les seuls à le penser, visiblement. Voilà, très bien. Oui, c'est absolument nécessaire, il faut qu'on y aille, mais il faut qu'on reprenne de l'énergie pour faire ça aussi, relancer ça aussi en plus. Donc c'est pas ça, par la force des choses, c'est un peu en sommeil, mais c'est pas oublié, loin de là. On va vraiment relancer ça, c'est très très important. C'est aussi ça, souvent, une des difficultés. Effectivement, on se le dit, et puis on va quand même dans ce sens de plus en plus, effectivement, de décloisonner, de travailler ensemble. Mais après, c'est vrai qu'on est tous pris, il y a plein d'urgences, il y a plein de choses à faire. Et puis, il y a des défis quand même, enfin, on l'a suffisamment dit, et puis on est tous conscients, il y a des défis tellement importants. C'est que, oui, on est souvent pris par nos associations, par nos projets propres, sauf que il faut vraiment qu'on l'ait en tête. Voilà, l'avenir, ce sera bien ça. Ce sera, ACT, c'est l'avenir pour la région, pour nos associations, pour travailler effectivement ensemble et pour répondre à toutes ces questions qu'on vient de se poser. Donc voilà, ça va faire. Merci. C'est le prénom de la personne. Claire, voilà. Merci Claire d'avoir posé cette question parce que ça va nous rebooster. Le fait que le fait aussi qu'il y ait de l'attente là-dessus. Et je comprends parfaitement. Et nous aussi, on est très en attente de pouvoir redémarrer sur ces questions-là. Je voulais juste dire un mot par rapport à ce que tu as évoqué, toutes ces personnes qui ont fait plein de choses. Il faut aussi qu'on arrive à articuler quelque chose qui correspond aujourd'hui à notre société. C'est une société très fondée sur l'individu. On est quand même globalement dans une société où on est centré sur l'individu. Tous les outils qu'on a à notre disposition, les smartphones, les Facebook, les réseaux sociaux, etc., ça procède aussi de ça. Ça favorise ce sentiment d'être quelqu'un quand on arrive à poster des trucs et puis on nous répond, on dit ouais c'est super, machin. Bon, donc mais c'est très bien que si ça permet à certaines personnes de s'engager, de faire des choses, c'est très bien. Après, il faut qu'on arrive à articuler ça avec des engagements collectifs, parce qu'on sait bien que le travail politique, c'est un travail collectif, c'est-à-dire formuler à partir de problèmes individuels ou de problèmes vécus individuellement, transformer ça en un projet qui a un sens politiquement, collectivement, ça suppose un travail collectif. On ne peut pas faire autrement. Et donc les personnes qui ont envie de faire des choses, quel que soit le sujet, mais qu'elles
pense aussi à l'importance de s'engager dans des structures collectives, parce que c'est là aussi qu'on confronte les idées, qu'on élabore des idées plus originales parce qu'on est plusieurs, et puis la dynamique fait que souvent on est plus intelligent collectivement que tout seul dans son coin. Et aussi, cette force sociale dont on parlait tout à l'heure, elle vaut par aussi le nombre de personnes qui s'engagent autour de ces enjeux-là, dans des structures qui existent et qui sont capables donc de porter ces démarches, ces revendications, ces propositions, mais de façon forte. C'est ça dont on a besoin. Il ne faut pas se leurrer. Si on veut que la transition écologique se mette en place, et sociale et solidaire se mette en place, c'est aussi des questions de rapport de force. Il faut qu'on soit capable de créer ce rapport de force, et ça suppose que des gens s'engagent vraiment dans ces initiatives citoyennes, dans ces associations, etc. Mais je crois que c'est ça que nous a appris aussi le confinement, et en particulier le premier confinement, le deuxième aussi en partie. De quoi on avait besoin. Et tu l'as dit aussi tout à l'heure sur la nature, le besoin de connexion avec la nature. Le 6 mars ou le 7 mars, je ne sais plus, début du confinement, on avait besoin de quoi? Ok, on avait besoin de papier toilette et puis de pâtes, mais surtout, de quoi on avait besoin? On avait besoin effectivement du lien avec la nature, et on avait besoin de faire des choses ensemble. Et on avait besoin du lien social, on avait besoin d'être ensemble. Qu'on le veuille ou non, on a ces deux besoins fondamentaux. Au-delà du papier toilette et des pâtes, on a besoin d'être ensemble et de faire des choses ensemble, et on a besoin du lien avec la nature. Sans ça, voilà. Et je pense que ce lien entre la question sociale et la question environnementale, il y a quelque chose là-dedans. C'est de construire des choses ensemble et de résoudre les problématiques sociales ensemble, et voilà, le contact avec la nature. C'est ça le lien entre les deux, à mon sens. Je crois qu'il y avait une question encore. En fait, je pense que Floriane, puisque c'est son prénom, n'a pas suivi l'entretien depuis le début. Elle demandait comment on faisait pour articuler justement la question sociale et la question environnementale, en fait. Ah ouais, d'accord. Et vous avez déjà un petit peu... bien débroussaillé le terrain même sur cette question-là. Okay. Alors d'abord, je passe le bonjour à Floriane. Mais oui, on lui dit bonjour. Et que je l'invite à... Bah oui, complètement. Elle pourra regarder cette émission en rediffusion pour complètement, voilà. Peut-être juste encore un mot, si tu permets, sur cette question de comment on imagine cette transition ou cette transformation du modèle. Et tu l'as évoqué avec les besoins fondamentaux. C'est quoi les besoins fondamentaux pour vivre bien, le bien vivre? Et ça, on a besoin d'une discussion collective sur les besoins, sur nos vrais besoins en termes matériels. Et on peut se rendre compte, je pense, si on fait l'exercice même soi-même dans son coin par rapport à tout le fatras qu'on a dans nos maisons, mais de quoi est-ce que j'ai finalement besoin vraiment? Et qu'est-ce qui est complètement superflu pour vivre bien. Alors bien sûr, c'est quelque chose de systémique. C'est pas si simple de sortir de là. C'est pour ça qu'il faut le faire collectivement. Il y a longtemps, dans les années 70, il y a un sociologue qui s'appelle Jean Baudrillard qui a écrit que la consommation elle n'est pas faite pour répondre aux besoins des gens, elle est faite pour répondre aux besoins du système productif, c'est-à-dire que pour celui-ci puisse s'enrichir de plus en plus. Donc c'est compliqué d'en sortir, et c'est pas par des actes purement individuel qu'on y arrivera. Il faut un engagement collectif, il faut un rapport de force autour de ça. Mais il faut enclencher ce débat sur de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin. Alors derrière, bien sûr, il y a tout le problème de comment on permet à des gens de vivre correctement, parce que si on réduit les besoins, on va aussi réduire le besoin de travail, finalement. Et donc ça met en jeu toute une série de choses pour que cette réduction des besoins, qui est probablement indispensable du point de vue écologique, elle se transforme pas en récession pure et simple, comme on l'a connu à l'occasion des différentes crises, mais que ce soit quelque chose de construit, de maîtrisé, et qui permette à la société de passer cette transition, et donc sans que ça se traduise par des catastrophes, en particulier pour les personnes qui sont déjà dans des situations précaires. Et ça, personne n'a la réponse par rapport à ça, parce que c'est des questions compliquées individuellement. Mais collectivement, si on y va et si on s'y met, je pense que l'espèce humaine est une espèce qui est aussi intelligente, elle est capable de trouver des solutions ensemble. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être effectivement ensemble, et on a besoin de toutes les contributions et de tous les engagements pour pouvoir aller dans ce sens-là. Ouais, je crois que c'est déjà parce que je crois qu'il faut qu'on arrête. C'est déjà une belle conclusion. Ouais, ça passe vite, oui. Finalement.
on a beaucoup parlé de productivisme, je crois que, on parlait d'alternatives. L'alternative, c'est peut-être les alternatives. On sait qu'au XXe siècle, finalement, les grandes idéologies, dont certaines sont tombées et puis l'autre qui est en train de s'effondrer, certainement, voilà, ont toutes été productivistes. D'où la difficulté aussi d'inventer justement ce nouveau système. Ce nouveau système, on l'a dit aussi, il est déjà en germe dans les initiatives citoyennes, dans les associations, dans tout ce qui est en train de se construire. Il n'y a peut-être pas une solution, mais une multitude de solutions sur les territoires qui appartiennent aux citoyens. Et je crois que vraiment les alternatives, elles seront demain forcément, alors elles doivent être relayées par les décideurs évidemment, mais elles sont aux mains des citoyens. Je crois qu'on l'a suffisamment, on lui a suffisamment répondu, enfin on l'a suffisamment exprimé ce soir. J'ai envie de dire, peut-être ce qui résume le tout, c'est peut-être la question des solidarités également. J'aime bien utiliser le pluriel. Les solidarités, là aussi, ce qui nous réunit, c'est la solidarité avec les plus faibles, les plus fragiles. C'est la solidarité internationale aussi, hein, parce qu'on a parlé des questions des réfugiés climatiques, etc. Et c'est aussi, alors la lutte contre les discriminations, là aussi, une question de solidarité, les questions de genre, les questions de xénophobie, enfin, voilà, on le voit suffisamment. Et la question des solidarités avec les générations futures. Tout se résume d'une certaine manière sur cette question des solidarités à la fois avec nos contemporains et avec les générations futures. Et avec les autres espèces vivantes qui nous partageons la planète. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Maurice. Merci, on n'est pas au bout du travail, bon, ça se saurait, mais voilà, on sait que, voilà, on le voit bien que les solutions existent et elles sont déjà là.